Après 3 mois calendaires d'ouverture, les portes des 2 salles muséales de circonstance ouvertes à la présidence de la République du Bénin pour l'exposition publique diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, se sont refermées ce dimanche 22 mai 2022. Dans cette édition, vous aurez la déclaration du ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola. Du 20 au 24 mai, le monde entier célèbre la semaine de la prévention et de dépistage des cancers de la peau. La plupart du temps, ils sont bénins et peuvent également être malins avec d'énormes complications. L'essentiel à savoir sur les cancers de la peau dans cette édition. La vie reprend son cours petit à petit dans les villes martyrs en Ukraine. Retour à un semblant de normalité. La plupart des commerces ont encore des volets baissés, mais le marché de Bouchard a rouvert. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Dans un instant, le développement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 19h30 sur Speedline Télévision. Le gouvernement du Bénin lance dans la commune d'Abomey-Calavi une plateforme pédagogique dans le domaine de l'énergie. Elle est exclusivement réservée à la formation pratique des techniciens et des professionnels, notamment dans les secteurs des réseaux et du transport et de la distribution également. Et cette nouveauté s'inscrit dans le cadre du projet d'accès durable et sécurité du Bénin à l'énergie électrique, dont l'une des vocations est d'assurer la ressource humaine dans le secteur. Romaric Dossa nous fait le point. Comme énoncé dans le programme d'action du gouvernement, la formation de qualité de la jeunesse béninoise pour une relève de qualité est devenue le cheval de bataille du chef de l'État. Pour parfaire sa vision, le gouvernement béninois ouvre une plateforme pédagogique dans le domaine de l'énergie, la première en Afrique de l'Ouest. Notre ambition est que désormais tout grand projet d'infrastructure, et celui-là en est un, comme l'a rappelé l'ambassadeur de France près du Bénin, un projet de 326 millions d'euros, plus de 200 milliards de nos francs CFA, soit un tremplin pour la formation et pour le transfert de compétences. Nous l'avons désormais inscrit en lettres d'or dans le Code de l'électricité du Bénin. Cette cérémonie, c'est l'occasion de dire que notre première ressource, ce sont d'abord nos collaborateurs, et demain, ce seront nos collaborateurs béninois. Ces ressources, nous devons prendre soin, et c'est pour ça qu'elle est mise sous l'angle de la sécurité et de la transmission des savoir-faire. Et là, je voudrais remercier aussi toutes nos équipes marocaines qui sont là pour transmettre le savoir-faire acquis le plus près possible à nos futures équipes béninoises, à ceux du Sénégal qui sont venus et à tous nos collaborateurs de la sous-région qui sont venus pour pouvoir développer nos équipes locales. Heureux de cet acte important qui inaugure un lendemain meilleur sur le marché du travail d'ici quelques années, le ministre d'État Abdoulaye Biotane s'en félicite car cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui va faire passer à 70% la part de la technique dans le système éducatif national. En 2018, sur 100 jeunes béninois qui sortaient de l'école, seulement 5% et encore un peu moins avaient une formation professionnelle et technique. Dans 9 ans, en 2030, nous voulons qu'il y en ait sur 100, 70 qui est la formation professionnelle et technique. Et bien sûr, la raison pour laquelle il nous faut des centres de formation ici, c'est que nous voulons qu'ils soient formés ici. Nous voulons qu'ils aient la chance d'exercer leur métier là où ils l'ont appris et que beaucoup ne soient pas tentés de rester à l'extérieur là où nous avons investi des sommes énormes à les former. Je veux donc solennellement lancer ce centre que nous célébrons aujourd'hui, non pas le centre, mais la plateforme pédagogique de formation des réseaux de transport et de distribution. La plateforme est installée dans l'enceinte de la communauté électrique du Bénin, CEB, une organisation détenue conjointement par les gouvernements du Bénin et du Togo. Cette institution sera la première à bénéficier des compétences des techniciens formés.
ce qui lui permettra d'atteindre l'un de ses objectifs, qui est d'atténuer la dépendance des deux pays en matière d'électricité du Ghana. 2, 1, 0. Nous sommes dans la semaine mondiale de lutte contre les cancers de la peau. Ils se reconnaissent souvent par une boule ou encore des lésions sur la peau. Ils sont parfois bénins, mais aussi peuvent être très malins avec d'énormes complications. Suivons ici le reportage que nous vous proposons sur le cancer de la peau. Les cancers de la peau sont des tumeurs malignes caractérisées par des boutons, des lésions qui s'étendent sur différentes parties du corps. Jusqu'à nos jours, aucune cause spécifique n'est encore connue. Il existe différents types de cancers de peau aussi meurtriers les uns que les autres. Si on vous détecte par exemple une maladie de Bowen, c'est un cancer cutané superficiel. Si vous vous présentez tôt, on enlève ça, il n'y a pas de problème. Si on vous détecte un épithélioma ou bien un carcinome basocellulaire, ce n'est pas très grave si le dermatologue vous l'enlève si vous n'êtes pas venu trop tard. Ok? Si vous avez par exemple d'autres carcinomes, mais si vous avez par exemple un mélanome malin, le mélanome malin c'est le cancer le plus méchant, l'un des 4 cancers les plus méchants de tous les cancers de l'organisme. Le mélanome malin doit être opéré immédiatement. Il est possible de guérir des cancers de la peau si l'on se fait consulter très tôt. Que ce soit de la peau ou ailleurs, peuvent être traités et guéris. Maintenant, ça dépend du type de cancer. Il y a certains cancers qui sont très difficiles à guérir. La plus grosse intervention, c'est l'intervention chirurgicale. On doit vous enlever la tumeur et nous avons un code pour chaque tumeur, chaque cancer de la peau. C'est un épithélioma ou un carcinome basocellulaire. On doit passer à 2 mm tout autour de la tumeur. C'est-à-dire on n'enlève pas que la tumeur, on passe tout autour pour enlever ça et en profondeur aussi pour que ça ne persiste pas. C'est un mélanome malin, ça dépend de l'indice de Breslow. Tous ces cancers, si vous les abandonnez, ils font des métastases. Les métastases, là, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire le cancer émet des cellules cancéreuses dans tout l'organisme, au cerveau, au poumon, aux reins, et c'est la mort. Des facteurs de risque comme la dépigmentation avec les corticoïdes peuvent favoriser la survenue du cancer de la peau. L'espérance de vie des cancers est de 3 à 4 ans selon l'étendue de la tumeur. Il est donc conseillé de consulter un dermatologue dès la moindre apparition d'une lésion sur la peau. Et je l'annonçais en titre, clap de fin à l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Après 3 mois calendaire d'ouverture, les portes des 2 salles muséales de circonstances ouvertes à la présidence de la République du Bénin se sont refermées ce dimanche 22 mai 2022. Suivons ici la déclaration du ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola, à quelques heures de la fermeture. Fin ce dimanche 22 mai 2022 de la visite des œuvres d'art à la présidence de la République du Bénin. Le palais de la Marina, après 3 mois calendaire d'ouverture, ferme les portes des 2 salles muséales consacrées à l'événement. Le ministre en charge de la culture, accompagné des responsables des structures ministérielles et agences impliquées dans l'organisation de cette exposition, y a fait un tour et n'a pas caché sa satisfaction à la fin de sa visite.
Le gouvernement n'est pas resté insensible à la demande incessante des Béninois d'ici et de la diaspora de prolonger l'exposition publique diptyque ouverte le 20 février dernier au Palais de la Marina. Les modalités de réouverture ont été étudiées et le ministre en charge de la culture a apporté la bonne nouvelle ce dimanche au finissage de l'exposition. Et de la culture, on en parle toujours dans cette édition. Situé entre le boulevard de la Marina et l'océan Atlantique, le monument Amazon érigé au Bénin pour rendre hommage aux vaillantes femmes guerrières du Dahomey. Cette infrastructure qui matérialise la vision du président Patrice Talon pour la promotion de la femme incarne l'identité visuelle du Bénin. Elle est installée sur l'esplanade des Amazones à Cotonou. Détail de l'œuvre avec Olive Biao. Cette statue immortalise désormais dans la capitale économique du Bénin les femmes guerrières du Dahomey. Le monument Amazon de ses 30 mètres de hauteur, construit en métal avec une enveloppe de bronze, dévoile de plus en plus sa splendeur. L'ouvrage est situé presque en face de Seme City, entre la clôture du port autonome de Cotonou et celle du Palais des Congrès. Mais je voudrais dire que la dynamique dans laquelle le gouvernement est, à travers le programme d'action du gouvernement, de valoriser le patrimoine, la culture, les arts, c'est cette même dynamique, vous vous en doutez, qui a amené à l'érection de cette statue splendide de 30 mètres en bronze sur cette place que nous appelons désormais l'esplanade de l'Amazone. Nouvelle réalisation du gouvernement, l'Amazone rend hommage aux femmes vaillantes du Dahomey d'alors et aux femmes en général. L'État béninois, à travers cette statue, loue la bravoure de toutes les femmes béninoises. Nous avons là, à travers cette Amazone, nous avons la figure de l'héroïsme féminin béninois, du courage, de la splendeur, de la bravoure, de la fierté féminine béninoise. Les Béninoises, nos femmes, nos mères, nos filles d'hier qui ont su, avec courage et bravoure, défendre les frontières d'un royaume et qui aujourd'hui continuent de défendre les frontières d'une république et qui tous les jours, à travers le marché, à travers leur engagement citoyen, continuent de nous montrer cette figure moderne, cette figure de courage. Donc cette esplanade, oui, c'est une ode à la femme béninoise moderne. La modernité d'hier et la modernité d'aujourd'hui. C'est une figure qui valorise notre pays. C'est un encouragement à nos femmes à continuer cet engagement, ce combat de tous les jours. Donc, je voudrais dire que chacun de nous, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, quelles que soient nos barrières
religieuses, quelles que soient les frontières culturelles, quelles que soient nos sensibilités politiques, chacun de nous peut se retrouver à travers cette figure de l'Amazone, cette figure féminine, cette figure de l'Amazone béninoise. Devenu un symbole identitaire fort du Bénin, le monument Amazone se laisse admirer peu à peu. Cet ouvrage emblématique et imposant, érigé en hommage aux Amazones du Bénin, fera drainer des millions de touristes au Bénin dans les jours à venir. Et puis, ouvrons la page internationale de cette édition. En tournée africaine, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, Olaf Scholz, a été reçu au palais de la présidence de la République du Niger avec tous les honneurs militaires. Cette visite du chancelier traduit le profond attachement de la première puissance européenne exemplarité des relations avec le Niger. La sécurité et l'éducation ont été donc les principaux sujets d'échange entre Olaf Scholz et le président Mohamed Bazoum. La sécurité au Sahel au centre de la visite au Niger lundi du chancelier allemand, une situation jugée préoccupante par Olaf Scholz qui a appelé à la mise en place d'une coopération plus efficiente afin de faire face aux attaques djihadistes dont la région est la cible. Au nom du gouvernement et du peuple. La situation sécuritaire dans la région du Sahel est très difficile. Il y a aussi la mission des Nations Unies, principalement au Mali, avec la MINUSMA. Nous pouvons continuer à apporter notre contribution, mais une très bonne coopération est nécessaire pour assurer la sécurité dans la région. Il est clair que la situation ne s'améliorera pas avec la présence des mercenaires russes au Mali. C'est d'autant plus important d'avoir une bonne coopération ici, avec vous, au Niger. Berlin participe à la formation des forces spéciales nigériennes dans le cadre de la mission Gazelle. Le président nigérien a sollicité la prolongation de cette mission qui s'achève fin 2022. L'Afrique du Sud, touchée par des inondations meurtrières sans précédent le mois dernier, a une nouvelle fois été frappée par des fortes intempéries sur la côte Est, forçant quelques citoyens donc de quitter leur foyer. Reportage. Après avoir été touchée par des inondations meurtrières il y a un mois, l'Afrique du Sud fait de nouveau face à de fortes intempéries à Durban, une agglomération située dans l'est du pays et qui compte près de 4 millions d'habitants. Dans certaines zones, plus de 20 mm de précipitations ont été enregistrées en 24 heures. Et même si aucune victime n'a été signalée pour l'instant, des centaines de personnes ont quand même dû être évacuées de façon préventive. Par ailleurs, certains habitants sont désormais privés d'électricité et d'importantes destructions ont été constatées. Alors que les réparations des dégâts des inondations précédentes étaient en cours, les nouvelles intempéries ont à nouveau affecté les infrastructures. Le mois dernier, les autorités s'attendaient à des centaines de millions de dollars de dommages, et avec ce nouvel épisode de pluie, elles vont devoir revoir leurs estimations à la hausse. Fin avril, des pluies diluviennes avaient entraîné la mort de près de 450 personnes dans des crues et des glissements de terrain, et le président Cyril Ramaphosa avait déclaré l'état de catastrophe nationale. L'Afrique australe est régulièrement sujette à des tempêtes meurtrières pendant la saison cyclonique de novembre à avril, mais d'habitude, l'Afrique du Sud est épargnée par ces événements climatiques extrêmes. Direction Ukraine à présent, à Boucha, Kharkiv ou Borodianka, la vie reprend son cours petit à petit. Dans les villes Mati, retour à un semblant de normalité. La plupart des commerces ont encore les volets baissés, mais le marché de Boucha a rouvert entre espoir et souffrance. Les habitants témoignent. La plupart des étals ont encore les volets baissés, mais le marché de Boutcha a rouvert. Un retour à un semblant de normalité pour cette ville ukrainienne, devenue symbole des crimes de guerre. Les magasins ouvrent peu à peu, les gens reviennent avec des petits-enfants et leurs chiens.
C'est comme avant, la ville revit. Boutcha, je ne vois qu'ici, mais je pense qu'elle est en train de changer. Les routes sont réparées petit à petit. Tout revient à la vie. Nous sommes vraiment heureux de voir ça. Donc, comme je dis, si l'on ne voit pas les ruines, on peut croire qu'on est guéri. C'était choquant au début, et après on se rend compte que c'est notre réalité, qu'il faut s'adapter, continuer à vivre. La vie continue, quelle que soit cette vie. Oui, si vous ne l'acceptez pas, vous devenez fou. Voilà, c'est ma petite maison natale. Alors que les combats font rage dans l'est de l'Ukraine, les troupes russes ont été chassées de la ville de Kharkiv, non loin de la frontière russe. Dans les zones nouvellement libérées, les habitants reviennent peu à peu. Pour l'instant, nous n'avons rien, pas de travail, pas d'argent. Nous allons devoir trouver quelque chose pour pouvoir réparer les trous. Peut-être en bas, là, dans le jardin. Nous trouverons bien quelque chose. La femme du président ukrainien demande à l'Organisation mondiale de la santé de l'aider à résoudre la vaste crise de santé mentale dans le pays. Les effets de 3 mois de guerre pourraient durer des décennies, alerte-t-elle. Nous comptons sur votre soutien et votre expertise pour construire un service de soins psychologiques vraiment unique et le meilleur au monde. C'est notre ambition et nous voulons le faire rapidement afin qu'en même temps que la victoire dans la guerre, nous gagnions aussi cette victoire sur le chagrin, le choc et le stress de nos citoyens. Borodianka, dans la banlieue de Kiev, a particulièrement souffert. Les destructions sont immenses, tout comme la douleur des mères qui ont perdu leurs enfants. Le sniper était là, mon fils marchait pour aller aux abris. Il a été abattu d'une balle. Elle lui a traversé la tête, par l'arrière. C'est dans la rue de la Paix, où ils avaient toujours vécu, que le fils de Nadia a été tué. Et pendant ce temps, la Russie concentrait ce lundi l'essentiel de ses forces dans la bataille du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Des centaines de civils tentent de fuir l'offensive russe qui se poursuit dans les derniers territoires du Donbass encore contrôlés par l'Ukraine. Les sirènes n'en finissent plus de retentir dans l'est de l'Ukraine, alors que des centaines de civils tentent de fuir l'offensive russe qui se poursuit dans les derniers territoires du Donbass encore contrôlés par l'Ukraine. Ces régions se vident de leur population et la résistance face aux bombardements est de plus en plus compliquée. La situation est difficile, la ligne de front est sous les tirs d'artillerie incessants. Nous avons des combats très durs en direction de Louhansk, dans la communauté territoriale de Liman, indique le gouverneur de la région de Donetsk. L'ennemi essaie de percer et de capturer la ville de Liman, avec pour objectif d'avancer vers Sloviansk et Kramatorsk. L'artillerie russe pilonne sans relâche les positions ukrainiennes. Selon le ministère russe de la Défense, près de 700 cibles ont été touchées dimanche. Si l'offensive de Moscou se concentre dans le Donbass, d'autres régions font également l'objet de bombardements. Dimanche soir, une base militaire dans le nord de l'Ukraine a subi de lourdes pertes. Ma matinée commence par le nombre de personnes que nous avons perdues pendant la nuit, a déclaré le président ukrainien ce lundi. Nous avons compté à Desna. Les statistiques sont très tristes. Malheureusement, aujourd'hui, sous les décombres, à Desna, il y a 87 victimes, 87 cadavres, des victimes qui ont été tuées. À Mariupol et ses environs, les troupes russes ont poursuivi leurs opérations dites de filtrage et de transfert des combattants ukrainiens qui se sont rendus après avoir passé des semaines retranchés dans l'aciérie Azovstal. Alors que les soldats russes effectuent des travaux de déminage, l'Ukraine met en garde contre le risque d'épidémie dans cette ville détruite et qui manque de tout. L'armée ukrainienne a de plus en plus de difficultés dans le Donbass sous le feu russe incessant en réponse à l'insistance de l'Ukraine à demander plus d'armes à ses alliés. Les États-Unis promettent de donner à l'Ukraine une assistance militaire jusqu'à la fin et annoncent que 20 pays offriront à nouveau des armes à l'Ukraine. Andrei tente de se protéger comme il peut des frappes russes sur la ligne de front.
Au troisième mois de la guerre, l'armée ukrainienne a de plus en plus de difficultés dans le Donbass. L'est du pays concentre tous les efforts de l'armée russe et malgré leurs faibles progrès, les combats violents se poursuivent avec des bombardements incessants. La situation la plus difficile se trouve dans le Donbass. Bakhmut, Popasna, Severodonetsk, les occupants sont les plus actifs dans ces zones. Ils ont mis en place un massacre et cherchent à éliminer tout ce qui est vivant. Personne n'a détruit le Donbass comme les troupes russes le font maintenant. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові. En réponse à l'insistance de l'Ukraine à demander plus d'armes à ses alliés, les États-Unis promettent de donner à l'Ukraine une assistance militaire jusqu'à la fin et annoncent que 20 pays offriront à nouveau des armes, y compris des munitions d'artillerie, des systèmes de défense côtière et des chars. Dans les 4 semaines à peine qui se sont écoulées depuis que le groupe de contact s'est réuni à Ramstein, l'élan des dons et des livraisons a été remarquable. Et après les discussions d'aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que nous intensifions nos efforts. La guerre, c'est aussi celle des céréales. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir organisé le vol de 400 000 tonnes de céréales depuis le début de la guerre. Des images satellites montrent un chargement de navires russes à Sébastopol en Crimée, alors que cette région annexée par Moscou en 2014 ne produit pas beaucoup de céréales. Le président entrant de la COP27 a déclaré que l'Égypte, qui accueillera cette COP en novembre, incitera les pays à tenir leurs promesses relatives à la lutte contre le changement climatique. Elle facilitera également les discussions non contradictoires sur l'indemnisation des pays en développement pour les conséquences du réchauffement climatique et permettra aux militants du climat de se manifester. La COP27 que l'Égypte accueillera en novembre verra le lancement d'un certain nombre d'initiatives afin de renforcer la réalisation des engagements pris lors de l'accord de Paris. Nous espérons que la COP27 sera l'espoir de la mise en œuvre. La COP26 est effectivement parvenue à finaliser les questions en suspens de l'accord de Paris. La feuille de route de Paris a été finalisée, mais les engagements et les promesses doivent maintenant être mis en œuvre dans tous les secteurs du programme. Qu'il s'agisse de l'adaptation, de l'atténuation, du financement ou des pertes et des dommages. Nous espérons qu'il y aura un engagement clair, ainsi que des mécanismes qui permettront de mettre en œuvre les engagements pris et qu'ils auront un impact tangible. La vision de l'Égypte repose sur l'exécution rapide de mesures résilientes, telles que la démocratisation d'infrastructures vertes. Nous pourrions voir dans le gaz une source d'énergie de transition, avec certainement moins d'émissions. Mais je pense que nous devons avancer rapidement vers l'objectif zéro. Et nous devons nous appliquer plus efficacement dans les nouvelles technologies et dans les énergies renouvelables. Sameh Choukri, qui est également le président désigné de la COP27, a par ailleurs souligné la nécessité de travailler avec toutes les parties concernées, y compris le secteur privé. C'est terminé pour ce journal sur Speedline Télévision, le 19h30. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous retrouver également sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube, également sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien.